Un matin à Ouagadougou, tout semblait calme, jusqu'à ce qu'un communiqué du bureau présidentiel bouleverse la routine. Le Burkina Faso dépose une plainte historique devant la Cour pénale internationale, accusant Donald Trump de préparer une intervention militaire illégale contre le Venezuela. Une nation africaine n'a jamais osé faire une telle démarche. Le monde est stupéfait. Pourquoi cette action et pourquoi maintenant ? Ce n'est pas simplement un acte diplomatique, mais un défi mondial audacieux. Ibrahim Traoré, le président burkinabé, a risqué une confrontation directe avec une superpuissance. Pourquoi est-ce si crucial pour l'avenir de la géopolitique mondiale ? Lorsque Ibrahim Traoré a pris la décision de porter plainte contre les États-Unis, il savait que cela allait bien au-delà d'une simple action diplomatique. En tant que président du Burkina Faso, il a mis son pays au cœur de la scène mondiale, provoquant un séisme dans les relations internationales. Mais pourquoi maintenant ? Le Venezuela, un petit pays aux ressources stratégiques, devenait un terrain de tension géopolitique, et Traoré, fidèle à ses principes, ne pouvait rester silencieux face à la menace d'une intervention militaire non autorisée. Cette plainte n'est pas seulement un geste de résistance, mais un appel à une nouvelle forme de justice internationale, où même les petites nations peuvent défier les grandes puissances. C'est un défi direct à l'hégémonie mondiale. Si le Burkina Faso réussit, cela pourrait marquer un tournant dans la lutte pour l'équité mondiale, mais si l'initiative échoue, le pays pourrait se retrouver isolé, voire stigmatisé. Les enjeux sont colossaux pour Traoré, pour l'Afrique et pour l'ordre mondial tout entier. 3 semaines avant la plainte historique, Ibrahim Traoré se trouvait dans une pièce faiblement éclairée sous le palais présidentiel de Ouagadougou. Il observait attentivement les images satellites du Venezuela où la tension montait autour de la présence militaire américaine près des zones pétrolières. Bien que de nombreux observateurs internationaux aient interprété cela comme une simple démonstration de force, Traoré savait que c'était bien plus que cela. L'intelligence militaire burkinabé avait intercepté des communications cryptées confirmant la manœuvre. Les États-Unis préparaient une opération pour contrôler les ressources stratégiques de la région. À ce moment-là, Traoré comprit qu'il ne s'agissait pas d'un conflit à venir, mais d'une attaque économique déguisée. Aucun dirigeant africain n'avait jusqu'alors réagi à ce genre de menace. Le silence était plus puissant que les bombes et il ne pouvait pas se permettre de laisser l'histoire suivre son cours sans y intervenir. Il ordonna la mise en place d'une cellule de crise composée de juristes africains et latino-américains pour enquêter sur la légalité de l'intervention. Mais au-delà des aspects juridiques, Traoré savait qu'il devait agir rapidement pour éviter que le monde ne se ferme les yeux sur l'injustice qui se préparait. Ce qui était en jeu dépassait le Venezuela. Il s'agissait de l'avenir de la souveraineté des petites nations face à l'expansion impérialiste des grandes puissances. En agissant, Traoré s'apprêtait à secouer les fondements de la diplomatie internationale, où les petites nations étaient souvent ignorées. Mais pouvait-il réussir là où d'autres avaient échoué ? Ibrahim Traoré n'était pas un dirigeant ordinaire. Loin des grandes conférences internationales, il avait appris à naviguer dans les méandres d'un monde où la diplomatie des puissants dominait, souvent au détriment des petites nations. Ce parcours atypique le préparait à une confrontation d'un genre nouveau. Dès qu'il prit connaissance de l'ampleur de la menace, il n'hésita pas à agir. Il convoqua une équipe d'experts internationaux, parmi lesquels des avocats spécialisés en droit international, des analystes militaires et des diplomates chevronnés, pour évaluer la situation. L'impact de cette démarche fut immédiat. Alors que le reste du monde continuait à ignorer la situation, Traoré avait mis en place un plan rigoureux pour recueillir des preuves concrètes de l'agression américaine. Il savait que sans preuves tangibles, sa plainte serait perçue comme une simple tentative symbolique. Grâce à la coordination rapide de son équipe, des communications confidentielles furent interceptées et des preuves photographiques révélèrent la présence militaire américaine dans des zones maritimes contestées. Ces preuves permirent non seulement de légitimer la plainte, mais aussi de prouver que l'intervention américaine était loin d'être un simple jeu de force. Mais plus que les preuves, ce qui marqua cette première étape, ce fut le courage d'un homme prêt à défier les puissances mondiales pour défendre non seulement son pays, mais aussi une vision nouvelle de l'équité internationale.
Traoré savait que son acte n'allait pas seulement faire réagir l'Amérique, mais il espérait aussi inspirer d'autres nations, particulièrement en Afrique, à revendiquer leur place sur la scène mondiale. L'initiative de Traoré ne s'est pas limitée à une simple plainte juridique. Ce fut le début d'une série d'événements qui allaient secouer le monde entier. Le dépôt de la plainte a été l'élément déclencheur d'une cascade de réactions, tant sur la scène diplomatique qu'au niveau des populations. Le 7 septembre, lorsque la Cour pénale internationale a officiellement pris en charge le dossier, un sentiment d'incrédulité se répandit dans les capitales mondiales. Les États-Unis, ébranlés, ont d'abord minimisé l'importance de cette démarche, la qualifiant de symbolique et de théâtre politique. Mais au fur et à mesure que la situation évoluait, l'impact de cette action se faisait de plus en plus tangible. Les médias internationaux se sont empressés de couvrir le scandale, mettant en lumière le rôle du président burkinabé, un leader d'un petit pays africain qui défiait une superpuissance. Les analyses géopolitiques se multipliaient et les experts se divisaient. Certains soutenaient que l'action de Traoré ouvrirait la voie à une nouvelle ère de justice internationale, tandis que d'autres la qualifiaient de dangereux précédent. Mais le plus surprenant, ce fut l'ampleur du soutien populaire qui s'est rapidement développé à travers le monde. En Afrique, des manifestations de solidarité ont éclaté, des étudiants ont organisé des débats sur le droit international et des militants ont distribué des copies de la plainte dans les quartiers populaires. L'attention croissante a poussé d'autres pays, en particulier ceux du Sud global, à prendre position. La Bolivie, le Timor oriental et même des nations comme le Laos et le Kenya ont exprimé leur soutien à l'initiative de Traoré. À la surprise générale, des voix se sont élevées dans des pays européens pour soutenir cette démarche en raison de son caractère juridique et de son impact sur les principes de souveraineté nationale. En revanche, les États-Unis ont intensifié leur campagne de dénigrement, cherchant à diviser la communauté internationale et à affirmer que l'action du Burkina Faso était une manipulation géopolitique. Cependant, l'impact réel de la plainte s'est révélé dans les coulisses des institutions internationales. À l'Assemblée générale de l'ONU, les discours diplomatiques ont pris une tournure différente. Un nombre croissant de petites nations, traditionnellement ignorées dans les discussions de pouvoir, ont commencé à se rallier à la cause de Traoré. Ce qui semblait être une initiative isolée d'un petit pays est devenu un mouvement mondial pour une révision des règles géopolitiques, une réclamation pour plus de justice et d'équité dans les relations internationales. Les conséquences directes sur la politique américaine se firent rapidement sentir. Les relations diplomatiques entre les États-Unis et certains pays européens se tendirent, certains alliés traditionnels de Washington exprimant leur malaise face à la situation. Les négociations commerciales furent suspendues et des sanctions économiques discrètes commencèrent à affecter le Burkina Faso. Mais malgré ces pressions, Ibrahim Traoré resta impassible. Il comprenait bien que ce n'était qu'une phase dans une lutte plus large, une lutte pour redéfinir la place des petites nations sur la scène mondiale. Au sein du Burkina Faso, l'impact de cette démarche fut immédiat. Le peuple, longtemps marginalisé sur la scène internationale, se sentit soudainement valorisé. Les écoles burkinabées ont intégré des cours de droit international, sensibilisant la jeunesse à l'importance de la souveraineté et de la justice mondiale. Le geste de Traoré n'était plus seulement une victoire juridique, il devenait un symbole d'espoir pour un monde plus juste. Les preuves recueillies par le gouvernement burkinabé n'étaient pas seulement fondées sur des témoignages ou des interprétations politiques, mais sur des données irréfutables. Les services de renseignement du Burkina Faso, en collaboration avec des analystes internationaux, avaient intercepté des communications militaires secrètes et obtenu des images satellites détaillant la présence navale américaine dans les eaux territoriales du Venezuela. Ces images, capturées par des satellites européens et africains, montraient des navires de guerre américains opérant dans des zones maritimes contestées bien avant le début des actions militaires. Ce qui avait commencé comme une simple surveillance s'était transformé en une découverte capitale. Les États-Unis, par le biais de sociétés privées de défense, étaient déjà en train d'organiser la logistique d'une intervention militaire. L'impact de ces révélations fut immédiat. Les avocats burkinabés, appuyés par des experts en droit international, présentèrent ces preuves à la Cour pénale internationale.
Elles étaient accompagnées de mémos internes provenant d'entreprises américaines et de ministères de la Défense, confirmant des actions de neutralisation prévues contre des sites stratégiques au Venezuela. Ces documents faisaient état de discussions sur la mobilisation de forces privées, de mercenaires et de plans pour protéger les intérêts pétroliers et miniers dans la région. Un rapport confidentiel du Pentagone intercepté par les services burkinabés confirmait que l'objectif principal était le contrôle des ressources naturelles du Venezuela, notamment l'or et le pétrole. Mais ce qui marqua vraiment les observateurs internationaux, ce fut la façon dont ces preuves avaient été obtenues. Contrairement aux accusations précédentes de manipulation ou de distorsion des faits, Traoré et son équipe avaient agi avec une rigueur scientifique et juridique. Les experts internationaux, y compris des juristes de la Cour internationale de justice, avaient validé l'authenticité des documents et leur conformité avec les lois internationales. De nombreux analystes militaires reconnurent que ces preuves ne laissaient aucune place au doute. L'intervention américaine était bien en préparation, bien avant que la plainte ne soit déposée. Le plus impressionnant dans cette collecte de preuves fut la rapidité avec laquelle l'équipe burkinabé avait agi. En moins de 5 jours, un réseau de collaboration internationale avait permis de réunir des informations cruciales de la surveillance aérienne à l'interception de communications numériques. Ces actions concrètes avaient mis à nu les manœuvres des États-Unis, brisant ainsi le silence international qui entourait l'incident. Le défi pour Traoré ne consistait pas seulement à prouver l'agression, mais à convaincre le monde que cette réalité devait être prise au sérieux. L'effet de ces preuves sur le monde fut immédiat. Les autorités américaines commencèrent à être prises dans une tempête de questions. Comment avaient-elles pu être si imprudentes ? Pourquoi n'avaient-elles pas agi dans le respect des normes internationales ? En quelques semaines, le dossier burkinabé devenait un symbole de résistance et les États-Unis se retrouvaient sous une pression diplomatique qu'ils n'avaient pas anticipée. L'accusation d'agression militaire illégale devenait un casse-tête juridique et politique qu'ils peinaient à démêler. L'initiative d'Ibrahim Traoré ne fut pas sans opposition. Si certains soutenaient sa démarche comme un acte héroïque pour redéfinir la justice internationale, d'autres émettaient des réserves, affirmant que cela risquait d'engendrer un conflit mondial. D'un côté, les partisans de Traoré soulignaient que cette plainte était une première étape cruciale vers un monde plus juste, où même les petites nations pouvaient remettre en question l'impunité des grandes puissances. D'un autre côté, des voix s'élevaient pour critiquer cette approche, avertissant qu'un tel défi pourrait exacerber les tensions et créer un précédent dangereux pour les relations internationales. Les experts en géopolitique évoquaient le danger d'une confrontation plus grande, argumentant qu'une telle plainte pourrait inciter d'autres pays à prendre des mesures similaires contre des puissances occidentales. Ce genre de dynamique, disait-il, risquait de provoquer une série de représailles diplomatiques, économiques et militaires. Par exemple, les sanctions imposées par les États-Unis au Burkina Faso, bien que relativement mineures, pouvaient être un signe avant-coureur de l'isolement croissant du pays. Et d'autres nations pourraient hésiter à suivre l'exemple de Traoré, de peur de se retrouver dans une position vulnérable économiquement ou militairement. Cependant, la force de la démarche de Traoré résidait dans son authenticité et sa vision à long terme. Plutôt que de chercher la confrontation directe, il misait sur le droit comme moyen de pression, croyant fermement que la vérité et la justice pouvaient prévaloir sans recourir à la violence. De plus, la plainte avait ouvert une nouvelle voie pour les petites nations, leur permettant d'utiliser la légalité pour dénoncer des abus de pouvoir. Un précédent avait été créé et il ne pouvait être effacé. Les critiques restaient surtout centrées sur la question de l'impact à court terme, en particulier sur la situation économique du Burkina Faso, qui pouvait souffrir des conséquences immédiates des sanctions. Mais à plus long terme, la démarche de Traoré pourrait marquer un tournant pour la manière dont les nations du Sud pouvaient se positionner face aux géants mondiaux, non pas en termes de force militaire, mais de force morale et juridique. Si le Burkina Faso réussissait dans cette voie, cela changerait à jamais la dynamique des relations internationales, offrant une alternative à l'hégémonie occidentale. La situation prit un tournant décisif lorsque la plainte de Traoré entra officiellement dans le domaine public. Un mois après son dépôt,
les réactions mondiales commencèrent à changer. Ce qui semblait d'abord être une action isolée d'un petit pays africain contre une superpuissance se transforma rapidement en un mouvement mondial. La communauté internationale, et notamment les pays du Sud, se mirent à examiner de plus près la validité de la plainte et ses implications. Des juristes internationaux, des défenseurs des droits de l'homme et même certains pays européens commencèrent à soutenir l'idée qu'une nation, même petite, pouvait défier les grandes puissances sur la base du droit international. Ce tournant fut symbolisé par une déclaration marquante d'un ancien juge de la Cour internationale de justice qui qualifia le dépôt de plainte de prouesse juridique inédite, soulignant l'importance de ce geste dans la lutte pour la souveraineté des pays du Sud. Pour Ibrahim Traoré, ce soutien était une validation de sa stratégie, mais cela ne signifiait pas que la bataille était gagnée. Bien au contraire, il savait que la véritable lutte venait de commencer. La question qui se posait désormais était de savoir si cette dynamique pouvait entraîner des changements concrets dans la diplomatie mondiale. Le dépôt de la plainte par le Burkina Faso ne tarda pas à avoir des répercussions sur plusieurs fronts. Les États-Unis, malgré leur rhétorique agressive, commencèrent à se rendre compte que l'impact de cette action ne pouvait pas être ignoré. À l'ONU, une coalition de nations, principalement du Sud global, commença à se former en soutien à l'initiative burkinabé. Ces pays, qui avaient souvent été marginalisés dans les discussions géopolitiques, virent en ce geste un moyen de s'affirmer sur la scène internationale. Ils comprirent que soutenir le Burkina Faso ne signifiait pas seulement soutenir une nation africaine, mais aussi une vision du monde où les petites nations pouvaient revendiquer leurs droits sur un pied d'égalité avec les grandes puissances. L'effet le plus significatif de cette dynamique se manifesta à travers les actions diplomatiques des pays européens. En effet, bien que beaucoup aient initialement pris leur distance, une pression croissante s'installa au sein de l'UE et d'autres blocs occidentaux. Les diplomates européens commencèrent à réévaluer leur position, non pas parce qu'ils soutenaient nécessairement le Burkina Faso, mais parce qu'ils comprenaient que la situation devenait une question de légitimité internationale. Les pays européens, historiquement en faveur d'un ordre mondial dominé par les puissances occidentales, se retrouvèrent à naviguer entre leur soutien tacite aux États-Unis et les attentes grandissantes des nations en développement. Du côté des États-Unis, la situation devint de plus en plus délicate. Après plusieurs semaines de critiques internationales, une pression publique commença à se faire sentir. Les médias américains, initialement indifférents, commencèrent à explorer plus en profondeur la portée du dossier. Des voix dissidentes se levèrent, certains membres du Congrès commençant à s'interroger sur la moralité et la légalité des actions militaires menées par l'armée américaine sans autorisation des Nations Unies. Mais les effets les plus puissants de la plainte de Traoré ne résidaient pas dans les couloirs de l'ONU ou dans les réunions diplomatiques, mais dans les rues du monde entier. En Afrique, cette action redonna un sentiment de dignité à des millions de personnes qui se sentaient écrasées par les dynamiques géopolitiques globales. Des manifestations de solidarité se multiplièrent à travers le continent et l'appel à la justice de Traoré résonna profondément dans les communautés locales. Au Burkina Faso, un sentiment d'unité nationale se renforça, les citoyens se rassemblant derrière leur président dans un rare moment de cohésion nationale. Dans le reste du monde, la mobilisation ne se limita pas à l'Afrique. Des groupes de la société civile en Amérique latine, en Asie et même en Europe se sont solidarisés avec la démarche burkinabé. En Asie du Sud-Est, des étudiants organisèrent des forums sur le droit international et sur les principes de souveraineté nationale, utilisant la plainte comme un exemple de ce que la résistance pacifique pourrait accomplir dans un monde unipolaire. Même dans les rues de Paris, des graffitis et des affiches ont été placardés avec des messages de soutien à Traoré montrant que son appel à la justice ne connaissait pas de frontières. Les États-Unis, confrontés à cette vague de solidarité mondiale, commencèrent à adopter une position plus défensive. À Washington, les responsables se mirent à multiplier les déclarations rassurantes, cherchant à minimiser les conséquences de la plainte. Mais les voix critiques, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, ne cessaient de croître. Il devenait de plus en plus clair que la plainte du Burkina Faso avait non seulement lancé une procédure légale, mais aussi provoqué un bouleversement dans les rapports de force géopolitiques mondiaux. En se projetant 6 à 12 mois après le dépôt de la plainte, 3 scénarios se dessinent pour l'avenir du Burkina Faso et de l'ordre mondial.
Le premier, le plus optimiste, voit la communauté internationale se rallier à l'initiative de Traoré, créant ainsi un précédent juridique fort. La plainte pourrait donner naissance à un mouvement mondial pour réformer le droit international, permettant aux petites nations de se défendre plus efficacement contre les interventions étrangères non autorisées. Dans ce scénario, l'ONU pourrait prendre des mesures concrètes pour interdire toute forme d'ingérence militaire sans l'accord des Nations Unies, tout en instaurant des mécanismes de sanctions plus sévères pour les pays qui violent la souveraineté des autres. Le Burkina Faso, fort de son rôle de leader dans cette lutte, pourrait alors devenir un modèle pour d'autres nations du Sud global, créant un réseau de soutien juridique et diplomatique. Le scénario le plus probable est un processus plus complexe et plus lent. Bien que la plainte ait ébranlé le monde, elle ne suffira probablement pas à forcer un changement radical à court terme. Les États-Unis, tout en étant contraints de reconnaître la légitimité de la plainte, continueront probablement à exercer des pressions diplomatiques et économiques sur le Burkina Faso. L'influence américaine dans les institutions et internationales pourrait ralentir l'avancée du processus, mais la plainte servira néanmoins à rappeler aux grandes puissances qu'elles ne sont pas au-dessus des lois internationales. Les pays du Sud global pourraient alors utiliser cette décision comme levier pour négocier des accords plus équitables, mais cela prendra du temps et nécessitera une coopération étroite entre les nations non alignées. Enfin, dans le scénario le plus sombre, la plainte pourrait échouer à obtenir un soutien mondial suffisant. L'isolement diplomatique du Burkina Faso pourrait se renforcer, et le pays pourrait subir des conséquences économiques graves, notamment par la suspension de l'aide internationale et l'imposition de nouvelles sanctions. La plainte, bien que symbolique, pourrait être utilisée contre le Burkina Faso par les puissances occidentales pour dissuader d'autres pays de suivre cet exemple. Dans ce cas, Ibrahim Traoré et son gouvernement se retrouveraient dans une position difficile, devant jongler entre la pression extérieure et les attentes internes. Quel que soit le scénario, le dépôt de la plainte a d'ores et déjà créé un précédent important pour les petites nations, qui à l'avenir pourraient envisager d'utiliser les voies légales pour contester les injustices géopolitiques. Le défi pour le Burkina Faso et pour d'autres pays dans la même situation résidera dans leur capacité à maintenir le cap face aux pressions internationales et à transformer cette première victoire en un changement durable dans l'ordre mondial. Alors que le Burkina Faso et Ibrahim Traoré continuent de défier les attentes internationales, leur démarche résonne de manière particulière auprès des populations marginalisées. Pour de nombreuses nations du Sud global, ce geste audacieux est plus qu'une victoire juridique. Il représente l'espoir d'un changement dans la manière dont les petites nations sont perçues sur la scène mondiale. En Afrique, ce n'est pas seulement une victoire pour le Burkina Faso, mais pour tout un continent qui a longtemps été contraint de se taire face aux grandes puissances. Les jeunes Africains, notamment, trouvent dans l'action de Traoré un modèle de leadership audacieux, fondé sur le respect du droit et la dignité. Dans les quartiers populaires d'Ouagadougou, des rassemblements ont lieu pour célébrer la bravoure de leur président. Des débats sont organisés dans les écoles pour sensibiliser les enfants aux enjeux du droit international et de la souveraineté nationale. Dans les discussions informelles, l'histoire de Traoré se transforme en un récit inspirant, celui d'un homme qui a osé défier un géant sans recourir à la violence, mais en se basant sur les principes de justice. Cette démarche sème des graines de résistance dans les esprits, non seulement au Burkina Faso, mais dans toute l'Afrique et au-delà. À travers cette action, Traoré rappelle au monde que la justice internationale n'est pas un privilège réservé aux puissants. Son combat invite chaque citoyen à se poser la question. Que se passe-t-il lorsqu'un petit pays décide de ne plus se soumettre aux lois non écrites de la domination ? Cette question n'est pas seulement politique, elle résonne dans la vie quotidienne de ceux qui, ailleurs dans le monde, se battent pour leur propre dignité et pour un avenir plus juste. Dans la foulée de l'initiative de Traoré, une feuille de route pour la réforme du droit international commence à émerger. Les premières étapes de cette réforme impliquent une prise de conscience mondiale des limites du système actuel et un appel à l'action pour remédier aux inégalités persistantes. Le Burkina Faso, malgré sa position géographique et économique modeste, a placé cette question sur le devant de la scène internationale. Désormais, la question n'est plus seulement de savoir si les grandes puissances peuvent intervenir à leur guise dans les affaires des petites nations, mais comment réformer un système qui les rend invisibles aux yeux du monde.
Les solutions qui se profilent incluent une révision des mécanismes de gouvernance mondiale. Les pays du Sud global, particulièrement ceux d'Afrique et d'Amérique latine, appellent à la création de nouvelles institutions qui garantissent une représentation équitable dans les prises de décisions internationales. L'objectif est de transformer l'ONU et d'autres organisations internationales en des forums où chaque nation, grande ou petite, peut avoir une voix égale dans les négociations et décisions internationales. Traoré lui-même, dans plusieurs déclarations publiques, a insisté sur la nécessité d'un nouveau contrat mondial fondé sur l'égalité, la souveraineté nationale et le respect mutuel. Les étapes suivantes incluent une collaboration accrue entre les nations non alignées pour développer un cadre juridique commun qui serait ensuite proposé à l'ONU pour examen et ratification. Cette initiative pourrait également conduire à la mise en place de mécanismes de sanctions pour ceux qui tentent de violer la souveraineté d'autres nations. Ce n'est qu'à travers une action collective et concertée que le monde pourrait envisager de véritables réformes sur la scène internationale. La bataille juridique d'Ibrahim Traoré n'est pas seulement une victoire pour le Burkina Faso, mais un symbole de résistance et de dignité mondiale. En dépit des pressions internationales, il a su garder son calme et sa détermination. Le monde ne pourra plus ignorer les petites nations qui, autrefois, étaient laissées dans l'ombre des grandes puissances. Son appel à la justice, fondé sur des principes universels et une détermination implacable, incarne un nouvel espoir pour un avenir où les inégalités géopolitiques pourraient être surmontées. Ce moment marque un tournant dans l'histoire des nations du Sud global, où chaque voix, peu importe sa taille, mérite d'être entendue. Ibrahim Traoré, avec sa démarche audacieuse, a non seulement défié l'impunité des puissants, mais a également montré que le chemin vers la dignité et la justice commence par un acte de courage, aussi modeste soit-il. Alors que l'affaire continue de se dérouler, il est désormais clair que l'héritage de Traoré ne réside pas uniquement dans ses actions, ni dans les questions fondamentales qu'il a soulevées. Qu'est-ce que la souveraineté pour une nation ? Et jusqu'où faut-il aller pour la défendre ? Dans les villages de Burkina Faso, son nom est désormais associé à la justice et à la liberté. Un rappel constant que parfois, la véritable force réside dans le silence et la détermination tranquille d'un homme. Le geste d'Ibrahim Traoré, aussi audacieux que mesuré, a fait naître un véritable mouvement mondial. Sa démarche est un appel à tous ceux qui croient que la justice et la souveraineté doivent être au cœur des relations internationales. Dans un monde où les grandes puissances ont trop longtemps dicté les règles, ce combat de Traoré rappelle que la véritable force d'une nation réside dans sa capacité à défendre ses principes sans avoir besoin de lever la voix ou d'afficher sa puissance militaire. Nous vivons à une époque où le pouvoir des peuples ne doit pas être mesuré par la taille de leurs armées, mais par la force de leurs convictions. Le cas de Traoré inspire non seulement l'Afrique, mais aussi toutes les nations qui, comme le Burkina Faso, se battent pour la reconnaissance de leurs droits et de leur dignité. Le monde doit désormais réfléchir. Qui décidera des termes de l'avenir ? Ce combat ne fait que commencer. L'histoire nous rappelle que chaque génération a son moment pour poser la question la plus importante, à qui appartient vraiment le monde ?